Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon métier, de ce que je fais au quotidien. Peut-être juste vous préciser, je sais que je me mets aussi à votre place et c'est un moment qui est quand même assez particulier quand on est en classe de première ou de terminale et qu'on nous demande finalement de choisir sa voie et le métier qu'on souhaiterait exercer. J'ai envie de vous dire, je vous comprends, c'est pas une fatalité, pas de pression. J'ai moi-même été dans cette situation et c'est très difficile de trouver sa voie et de trouver ce qu'on a envie de faire. Mais il ne faut pas se dire que c'est une fatalité et que c'est un choix qui sera définitif et à vie. On aura toujours l'occasion de changer au cours de sa vie, de tester de nouveaux métiers et de se réorienter si besoin. Et ça, c'était quand même ce que je voulais vous dire en préambule. Peut-être juste pour revenir sur mon parcours, Pauline, moi j'ai fait un bac S spécialité maths, alors que j'étais une grande littéraire et que pour faire 2 plus 2, il me fallait une calculatrice, donc ce qui était quand même assez particulier. À l'issue de ce baccalauréat, comme beaucoup d'entre vous ici, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire ? Et j'ai décidé de faire une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce pendant 2 ans à Paris, histoire de me laisser le temps de réfléchir et de pouvoir acquérir une capacité de travail et un petit peu de culture générale. Ensuite, j'ai intégré l'EM Lyon, donc une école de commerce à Lyon pendant 3 ans, et je me suis rendu compte que j'adorais le droit européen. Alors j'ai décidé de faire un double diplôme avec Lumière Lyon 2, l'université Lumière Lyon 2, j'ai fait une licence en droit privé et j'ai adoré encore une fois le droit européen. Et c'est là où je me suis dit mais il faut que je me spécialise en droit européen, et donc j'ai fait un master spécialisé en affaires publiques européennes à l'ENA à Paris. Et ensuite, j'ai donné une connotation un petit peu plus européenne à mon parcours, en politique d'abord, puisque j'ai fait en 2019 la campagne des élections européennes pour le groupe de la majorité présidentielle. Et puis ensuite, je suis partie au Parlement européen, où là, j'ai fait un petit peu de lobbying à Bruxelles pendant 1 an. Suite à cela, la vie a fait que j'ai dû rentrer à Paris. Je me suis présentée au municipal dans ma commune à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. J'ai été élue dans l'opposition, donc je suis encore élue aujourd'hui. Et puis ensuite, je suis rentrée en cabinet ministériel. Et donc j'ai vu un petit peu ce que c'était que de travailler avec un ministre. Très jeune, je suis rentrée à 23 ans, donc c'était pas facile puisque j'étais chef de cabinet pour monsieur Olivier Véran à l'époque, qui était ministre de la Santé pendant le Covid. Ensuite, je suis passée au ministère du Travail et puis ensuite j'ai travaillé pour Bruno Le Maire, le ministre de l'économie actuel, pendant 2 ans. J'étais sa chef adjointe de cabinet. Et puis ensuite, je me suis présentée pour être députée en 2022. Malheureusement, j'ai échoué. Mais j'ai gardé mon étiquette d'élu local et puis je me suis dit que bon, il serait bien que je prenne un petit peu de pause. Et donc j'ai décidé de ne pas retourner en cabinet ministériel, mais de voir un petit peu ce que c'était justement que de faire des affaires publiques au sein d'une entreprise et de défendre les intérêts d'un groupe. Et c'est à ce moment-là donc j'ai intégré le groupe Altis. Alors comme tu le disais, Pauline, au quotidien sur mes missions, moi mon rôle c'est je vais être très cash, c'est de vendre un carnet d'adresses. Et c'est de vendre une capacité à défendre les intérêts du groupe du mieux que je puisse. Donc, au quotidien, quand j'arrive au bureau le matin, moi, mon objectif, c'est de rester en veille et en alerte. Comme tu le disais, j'ai 3 marques à gérer, on va dire, pour être très synthétique. L'opérateur de téléphonie mobile SFR, le groupe BFM TV et RMC. Et donc forcément, il y a des intérêts qui sont divergents. Donc le matin, je m'intéresse aux intérêts d'un opérateur de téléphonie mobile. L'après-midi, je vais regarder ce qui se passe côté médias, comment faire pour défendre au mieux BFM TV et les intérêts de la chaîne. Donc il y a un petit peu de tout et c'est ce qui fait que c'est passionnant. Pourquoi les affaires publiques ? Parce que c'est un challenge permanent. Donc tout le temps, tous les jours, le matin, quand j'arrive au travail, je sais que je vais avoir un nouveau défi qui m'attend. Et je pense que si aujourd'hui c'est ce dont vous avez envie, si vous avez envie d'un métier qui bouge, un métier challengeant, vous avez sans cesse des défis à relever, je pense que c'est le bon métier. Comme tu le disais par ailleurs, Pauline, c'est un métier qui se démocratise de plus en plus. De plus en plus d'entreprises ont besoin de représentants de leur intérêt. Alors n'y voyez pas ici une connotation négative, parce qu'on entend souvent le terme lobbying comme étant quelque chose de négatif. On cherche à influer sur certaines positions, on cherche à passer en force parfois pour défendre des positions. Nous, au contraire, on a des lobbyistes dans tout type de secteur, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'énergie, dans l'industrie automobile, aéronautique, dans les médias ou dans les opérateurs télécoms. En tant que responsable d'affaires publiques Europe, je fais pas mal de déplacements à Bruxelles. Et donc moi, mon objectif, c'est de faire de la veille. Je vais vous donner un exemple très concret. On a les élections européennes dans quelques mois, au mois de juin.
Là, 2024, donc ça approche. Et forcément, les eurodéputés, comme ils veulent être élus de nouveau en juin prochain, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire adopter un maximum de textes pour dire aux électeurs, comme vous et moi, regardez, grâce à moi, vous n'allez plus payer telle ou telle taxe. Grâce à moi, vous allez pouvoir bénéficier d'appels au sein de l'Union européenne complètement gratuitement. Donc ils sont dans une optique de faire passer des lois qui feront en sorte, qui leur permettront ensuite de prouver qu'ils protègent le consommateur. Ce qui n'est pas toujours conciliable avec les intérêts d'un grand groupe, par exemple. Donc moi, mon intérêt, c'est de faire un petit peu de veille sur tous les textes européens qui sont en train de passer, qui sont en train d'être négociés au sein des institutions européennes et de dire, oula, attention, là, point d'alerte. Je pense que ça peut avoir un impact assez important d'un point de vue des revenus de l'entreprise. Il faudrait peut-être qu'on mette en place une stratégie pour influer sur tel et tel amendement. Donc parfois c'est beaucoup de juridique parce que je vais aller en anglais dans mon cas sur le fond du texte pour aller repérer tel amendement. Je vais essayer d'aller faire ensuite du lobbying auprès des députés européens et de leur dire attention, moi ça ne me va pas, je peux vous proposer une contre-proposition. Donc c'est de la stratégie d'influence, c'est être malin, c'est savoir créer des consortiums, des alliances, travailler par exemple avec d'autres opérateurs justement pour avoir un maximum de chances de faire passer vos positions et de faire en sorte que vos intérêts soient défendus. Donc effectivement, on est amené à interagir avec des députés, des ministres, des sénateurs, mais c'est un métier qui est vraiment passionnant et en tout cas que je recommande à beaucoup d'entre vous si vous aimez justement le côté public, mais que vous aimez aussi le côté de l'entreprise, c'est ce qui vous permet véritablement de faire le lien entre les deux. Alors moi, j'ai deux casquettes, on va dire. La première, je travaille à l'Assemblée nationale, à la Commission des affaires étrangères, où je travaille à la section Moyen-Orient et un petit peu Afrique. Et je suis par ailleurs élue du 16e arrondissement et élue au Conseil de Paris. Le Conseil de Paris, c'est l'équivalent du Conseil départemental depuis la fusion du Conseil départemental et de la ville de Paris en 2019. Pour revenir sur mon parcours, comme Shannon, on est tous passés par le travail avec des ministres. Moi, j'ai été chef de cabinet d'un ancien ministre de Jacques Chirac, député, maire. À l'Assemblée nationale, mon quotidien, il est assez diversifié. Je ne peux pas dire que je me lève une journée et qu'elle va ressembler à celle de la veille ou celle de demain. En politique, on est très lié à l'actualité. Surtout, moi, dans la zone du Moyen-Orient, notre quotidien est ponctué par les crises humanitaires, par les guerres et autres. Donc, quelle est ma mission ? Ma mission est de faire en sorte que les parlementaires aient toutes les informations nécessaires à la prise de décision sur cette zone du monde. On va organiser des auditions à l'Assemblée nationale, des auditions des chefs d'État étrangers, des ambassadeurs, du monde économique de ces pays, mais aussi de la sphère humanitaire, des représentants de différentes communautés dans ces pays. On va écrire des rapports sur ces pays, on va faire des pronostics, notamment pour mettre en place, par exemple, des partenariats bilatéraux ou même entre plusieurs pays du monde. On va aussi emmener les parlementaires sur des missions au Moyen-Orient. Les missions peuvent être liées à un pays ou à des thématiques, les thématiques de la sécurité, de la défense, de l'économie, de l'éducation. Voilà, elles peuvent être très, très multiples. Alors ça nous amène à travailler avec toutes les strates de la population, parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on est dans les affaires publiques, avant tout, on y est parce qu'on aime les gens. On y est parce qu'on a une certaine vision de la société, du monde, et on y est par engagement. Ne faites pas des métiers liés aux affaires publiques si vous n'êtes pas un minimum engagé. Peu importe votre cause, ça peut être l'écologie, ça peut être les animaux, ça peut être beaucoup de choses. Moi, mes causes qui m'ont amené à travailler dans ce secteur, c'était plutôt l'humanitaire, la défense des populations en difficulté, les minorités persécutées dans le monde notamment. Et ce travail pour moi c'est une chance exceptionnelle parce que je suis payée pour défendre les causes qui me sont chères. Et ça c'est important.
Quand vous vous levez le matin, si vous ne savez pas pourquoi vous levez, si vous n'avez pas de plan de carrière et ce que vous faites, vous allez vite vous lasser. Après, comme le disait Shannon, une reconversion est toujours possible. Mais je pense que vous n'allez pas seulement choisir un cursus à la fin de l'année. Vous allez aussi choisir quelque chose qui va vous donner une vision de la vie que vous avez envie d'avoir et des causes que vous avez envie de défendre. Il faut que votre métier ait un sens. Moi, le mien, il a un sens. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pendant les guerres en Irak et en Syrie, mon travail à la base, c'était d'emmener les parlementaires sur le terrain pour voir ce qui se passait. Et puis évidemment, on s'attache aux gens, on comprend la difficulté. C'est pas aussi simple qu'on nous le dit dans les médias. C'est bien de juger une guerre assis confortablement sur son canapé, mais quand vous êtes sur place et qu'en tant que société civile, vous êtes pris entre des partis bien différents qui ont des intérêts autres que les vôtres, ben, le choix d'un camp ou d'un autre n'est pas si évident. Donc quand on écoute les populations, ben, finalement on s'attache à elles, on écrit des rapports un peu différents au Quai d'Orsay et à l'Élysée, et on a la satisfaction voilà, de faire quelque chose pour l'humanité. Nous, en Irak, on a ramené des familles entières. On les a sauvés des terroristes, on les a sauvés de l'islam radical. Et c'est ça qui est important aussi, c'est quand on rentre à la maison, qu'on se dise qu'on ne fait pas tout ça pour rien, que notre métier a un sens. À vous de trouver le métier qui ira dans le sens des engagements que vous avez. Voilà. Donc, à part l'Assemblée nationale, qui est très bien, hein, donc on voit des chefs d'État, on voit des monarques, on voit des parlementaires, mais on voit avant tout des gens. On est là pour la société, pour les populations. C'est avant tout ça notre métier. Et si je suis élue, c'était en complément justement de mon travail à l'Assemblée nationale. Je voulais aller plus loin dans mes causes. Donc la mairie, elle m'apporte plusieurs choses. Premièrement, elle m'apporte des salons dans lesquels je peux faire des conférences, des débats, on peut lever des fonds. Et on informe les populations de la population de Paris sur ce qui se passe aussi ailleurs. Et puis, surtout, la mairie, c'est ce qui me permet de pouvoir aussi avoir des subventions pour défendre des causes qui me sont chères. Donc tout ça a un fil conducteur, une continuité. Alors j'ai des collègues, évidemment, qui ont d'autres thématiques, qui peuvent être l'écologie ou autres. À vous de trouver votre voie en fonction de ce qui vous anime au plus profond de vous-même. Voilà. Shannon, la première des qualités, je dirais la persévérance et la ténacité. Parce que pour pouvoir faire passer une position, pour pouvoir influer sur un amendement, pour pouvoir faire passer un texte, pour pouvoir justement faire passer une position, il faut parfois faire preuve de beaucoup de persévérance et de ne pas se démotiver dès lors qu'on a un signal qui n'est pas très bon. Donc moi je dirais que pour moi ça c'est la principale qualité. Je dirais ensuite faire preuve de beaucoup de créativité. Parce que moi je le vois cette semaine, je me suis littéralement cassé la tête à réfléchir à la meilleure façon pour moi d'influer sur un texte, et il faut véritablement balayer tout l'écosystème et faire preuve de créativité dans le type de personnes qu'on peut réussir à atteindre, et ne pas avoir peur parfois de solliciter des personnes qui potentiellement n'ont pas un lien direct avec le texte en question ou avec les intérêts, etc. Donc il faut être effectivement très créatif, très stratège pour pouvoir justement identifier en tout cas tout mettre en œuvre et être le plus créatif possible pour maximiser ses chances de faire passer ses positions et de voir au final un résultat positif. Donc je dirais persévérance, ténacité, créativité et enfin beaucoup de rigueur. Parce que effectivement ça nécessite de ne rien laisser passer, d'être en veille sur tout, parce que parfois on ne se rend pas compte qu'il y a des textes qui peuvent avoir un impact. Un exemple tout bête cette semaine, je crois que c'était avant-hier, on a à l'échelle européenne un texte qui est passé qui s'appelle la directive droit à la réparation. Et typiquement, en tant que consommateur, on va avoir le droit, en tant que consommateur, de bénéficier parfois de certains avantages financiers, accordés donc par l'Union européenne, puisque ça a été décidé à l'échelle de l'Union européenne, pour, plutôt que de se débarrasser d'un téléphone portable quand il ne marche plus,
de privilégier son remplacement, sa réparation en tout cas. Donc plutôt que, excusez-moi, de le remplacer systématiquement, en tout cas l'Union européenne va imposer aux fabricants de téléphones portables de privilégier d'abord la réparation du téléphone plutôt que le remplacement systématique. On voit bien ici l'enjeu qu'il y a derrière, c'est un enjeu finalement écologique pour éviter de jeter à tout va tous nos déchets électriques et électroniques. Spontanément, vous aurez raison de me dire quel est le lien avec SFR en tant qu'opérateur de téléphonie mobile. Eh bien si, il y a un impact, puisque moi ce que je me dis, c'est que, attention, qui dit téléphone portable, smartphone, dit potentiellement, nous, avec notre activité de distributeur, on vend des téléphones portables. Donc potentiellement, il y aura un impact de ma chaîne de valeur pour un opérateur de téléphonie mobile qui doit vendre un téléphone portable. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, bam, je remonte l'information aux équipes et je leur dis, attention, est-ce que vous voyez ici un impact dans la chaîne de valeur, de vente, de distribution des produits. Donc c'est pour vous dire à quel point il faut, c'est super parce que il y a parfois des textes qui ont des impacts directs, parfois des choses qui ont moins d'impact direct, mais qui finalement, quand on y réfléchit et quand on fait preuve de rigueur et de créativité, on se rend compte que oui, il y a un impact. Donc c'est pour cela que je dis que c'est un métier qui est vraiment passionnant et dans lequel on ne s'ennuie finalement jamais. Je suis complètement d'accord avec toi, Shannon, il faut de la créativité, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, beaucoup de constance dans ce que vous allez faire. Parce que, alors, à une autre échelle, mais nous, on écrit des rapports sur des pays, on peut écrire, on l'a vu à la Commission des Affaires étrangères, il y a eu un gros débat sur l'agriculture avec un accord bilatéral qui avait été convenu avec des agriculteurs canadiens pour écrire et influencer auprès des différents ministères et de l'Élysée. Il faut quand même avoir une certaine capacité de travail, une certaine constance et beaucoup de sérieux et de rigueur. Donc je crois que c'est la qualité première et puis évidemment celle d'être à l'écoute sur tous les écosystèmes qui se passent, c'est être curieux, s'intéresser à l'actualité, s'intéresser aux autres. Voilà, si vous voulez influencer l'actualité, il faut évidemment être ouvert sur tout ce qui se passe autour de vous. Donc la curiosité, j'ajouterai la curiosité. Je dirais l'aspect juridique m'aide énormément. Donc, si vous avez une appétence pour le droit et pour la chose publique de manière générale, je trouve qu'en tout cas le métier d'affaires publiques, c'est un métier qui arrive à bien concilier les deux. Il y a pas mal de sujets moi au quotidien où je suis amenée effectivement à travailler sur des textes et à aller dans les articles, à savoir décrypter un amendement, etc. Donc je dirais effectivement quand même pas mal de compétences juridiques, compétences de rédaction également. Ça je trouve que c'est important si vous aimez écrire, etc. C'est des compétences qui sont valorisées. L'art oratoire, ça aide toujours. Et moi je suis une grande fervente et partisane de l'art oratoire et j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à faire du théâtre parce que ça vous suivra à vie. C'est toujours utile que de savoir s'exprimer et de savoir ensuite défendre des positions. Et puis je dirais l'art de la négociation. Si vous êtes un fin négociateur et si vous aimez le défi, négocier c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Donc voilà, moi je vous donne un exemple. Quand je veux faire passer un amendement, je vais toujours passer par la version la plus difficile. Puis au fur et à mesure, je vais voir que le député qui est en face de moi, il me regarde avec des grands yeux, l'air de dire mais elle est complètement zinzin celle-là. Et puis ensuite, je montre que progressivement, j'abaisse mes prétentions et puis j'arrive finalement à une solution qui me va très bien. Donc voilà un petit peu pour moi les compétences techniques, vraiment le juridique, le côté rédactionnel. Et puis après, oui, bien sûr, une connaissance de l'écosystème public, voilà, des députés que vous seriez amenés à rencontrer, voilà, des ministres, forcément, il faut quand même savoir qui est au gouvernement et qui ne l'est pas. Et puis, dans le cas européen, maîtriser en plus les parlementaires européens, le fonctionnement de la Commission, mais on pourra en reparler si vous voulez sur l'aspect plutôt européen, je pourrais vous donner des conseils là-dessus, mais c'est vrai que l'Europe c'est quand même quelque chose, qu'il y a des trilogues, des termes très techniques, des discussions à huis clos sur des textes, des co-repères. Enfin moi quand je suis arrivée en master à l'ENA et qu'on m'a sorti ce genre de termes techniques, je me suis dit salut les gars, quoi. Enfin, c'est quoi ce bazar, je ne comprenais rien. Et en fait au fur et à mesure on se rend compte on apprend à apprivoiser le système de négociation qui est passionnant. Donc voilà. Je pense que c'est un métier dans lequel on ne se lasse pas, parce que comme tu disais à très juste titre Aurélie, on est dépendant de l'actualité, donc
forcément, ça varie systématiquement. Et moi, ça, je pense que c'est quelque chose qui me tenait aussi à cœur, c'est de ne pas avoir un métier rébarbatif. Voilà, j'aime la diversité, j'aime changer régulièrement de sujet, j'aime surtout le challenge. Je vis à l'adrénaline, donc forcément un métier comme ça, ça coche pas mal de cases. Et puis c'est un métier aussi qui vous ouvre beaucoup de rencontres. Moi je dis que la vie et mon parcours, c'est un parcours qui s'est construit au fil des rencontres, et je n'aurais rien fait dans ma vie sans certaines personnes et sans avoir rencontré certaines personnes. Et je pense que c'est un métier justement qui vous permet de diversifier les rencontres et d'apprendre quotidiennement. Il n'y a pas un jour où je ne rencontre pas une personne, où je n'échange pas avec une personne qui va m'apprendre quelque chose. Et ça, je pense que c'est une chance, et c'est un métier qui a de l'avenir. Vous savez, moi je crois qu'il y a plusieurs types de métiers qui ont de l'avenir. Les métiers du digital, bien évidemment, les métiers qui sont liés à l'intelligence artificielle, et les métiers d'affaires publiques dont on ne peut pas se passer. Parce que rien ne pourra remplacer quelqu'un qui sait bien communiquer, quelqu'un qui sait faire du lobbying. Ça, ce sont des métiers qui ne pourront pas être remplacés. Il y a pas mal de métiers, on s'interroge souvent sur l'intelligence artificielle et l'impact sur l'emploi. Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de métiers qui ne pourront pas être remplacés par l'homme, dont le métier de journaliste. Et ça, je pense que le métier d'affaires publiques ne pourra l'être. Et c'est pour ça que j'ai accepté en tout cas de témoigner aujourd'hui pour Egora, parce que je pense que c'est une école qui a su cerner un manque sur le marché. Je ne viens pas ici pour en faire la promotion, mais je le dis en toute sincérité. Aujourd'hui, on n'a pas d'école qui vous forme à ces métiers-là. Il y a des écoles plus généralistes comme Sciences Po, l'ENA, l'INSP maintenant, etc. Mais sur le métier d'affaires publiques, ça manque encore sur le marché. Et donc, très sincèrement, avoir une école dédiée à ça, avec, je crois que vous avez des intervenants qui interviendront spécifiquement sur ça, c'est génial. Parce que vous allez pouvoir acquérir directement une compétence et être opérationnel sur le marché tout de suite, avec beaucoup de théorie et de pratique surtout. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le panorama des formations qui existent sur le marché, la pratique et les intervenants, c'est ce qui est le plus riche, et malheureusement, c'est ce qui manque le plus. Donc voilà. Moi, je dirais en 3 mots, c'est assez difficile, mais je dirais d'abord l'engagement, l'humain et l'ouverture d'esprit. Évidemment, quand vous faites les métiers des relations publiques, il faut vraiment vouloir être au cœur de l'action, pas laisser passer les trains. Se dire, voilà, moi j'ai mes engagements, je veux influencer la sphère politique, je veux influencer la sphère privée, parce que Shannon vous l'a bien dit, en fait la politique influence toute la sphère privée, donc c'est d'avoir envie de changer les choses, d'être dans l'action au quotidien. Voilà, alors vous avez plusieurs formes d'engagement, vous pouvez le faire dans le lobbying, vous pouvez le faire au sein des ministères, au sein des 2 chambres du Parlement. Vous pouvez le faire aussi dans des collectivités territoriales, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a énormément de choses qui se font dans les collectivités territoriales et qui influencent la vie des citoyens au jour le jour. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, elles ont de plus en plus de compétences, puisque l'État se décharge de plus en plus sur les collectivités territoriales. Donc il faut aimer les uns les autres, il faut avoir envie d'influencer la société dans laquelle on vit et être au cœur de l'action. Voilà. Et pourquoi Egora? Tu as absolument raison, Shannon. Il y a déjà des écoles liées à la politique, à l'administration, etc. Mais on ne vous forme pas concrètement à des métiers. J'ai vu dans la liste des métiers qui étaient enseignés, celui de collaborateur parlementaire. L'ENA ou Sciences Po ne forment pas à ces métiers. Bon, pourtant, ce sont des métiers clés, puisque un député sans attaché parlementaire, il ne fait pas grand-chose. Voilà, c'est concret. Je pense que comparé aux autres écoles, vous aurez un suivi qui sera beaucoup plus personnalisé. Alors, on vous prend, vous aide à trouver des stages, on vous forme concrètement, et c'est tangible. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Et puis, comparé à d'autres écoles dont je ne citerai pas le nom, la grande différence aussi, c'est qu'on y inclut la sphère privée. Ce n'est pas uniquement l'écosystème public. Et on le voit bien, les Français d'ailleurs le reprochent assez aux personnalités politiques. Il ne faut pas rester enfermé dans une bulle à vase clos. Il faut vraiment aujourd'hui s'ouvrir à la société civile, à l'économie. Et donc ça passe par la sphère privée. Et ce qui est bien dans cette école, c'est que la sphère privée et publique sont mis à égalité.
Ça, c'est très important. Et ça vous permettra d'avoir accès à un panel de métiers beaucoup plus large. Vous pourrez influencer avec des entreprises comme le fait Shannon, ou vous pourrez influencer de l'intérieur directement en travaillant pour des institutions d'État. Voilà, mais ça vous donne accès à un spectre beaucoup plus large. Et c'est ça qui me paraît important, parce que quand on voit le taux de chômage aujourd'hui, on a bien conscience que si vous rentrez dans une école, c'est pour avoir un métier derrière à la clé, pour rentrer très rapidement dans la vie active. Je me permettrai juste de compléter sur un point. Moi, j'ai souvent eu du mal aussi à trouver ma voie, mais très sincèrement. Enfin, je vais vous donner ici une anecdote toute personnelle. Quand j'ai décidé de quitter le cabinet de Bruno Le Maire pour me lancer aux législatives et pour être candidate, pour être députée, j'ai tout quitté en 1 heure. Donc je suis partie, j'ai déposé ma démission et en 1 heure, j'ai plié bagages et j'ai été faire une campagne électorale. Et quand je suis revenue, donc en juin 2022, ça a été la douche froide parce que j'avais perdu beaucoup d'argent, que j'avais mis dans cette campagne-là. Et je me suis dit, maintenant, il faut que je retrouve un boulot. Et j'avais pas forcément envie de retourner en cabinet ministériel. Mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi mon métier? Qu'est-ce que j'aime faire? Et en fait, au fur et à mesure des entretiens, et je ne vous mens pas, j'ai été voir des chasseurs de tête, parce qu'il y a pas mal de cabinets qui chassent, vous leur donnez un CV et ensuite ils vous proposent certains métiers, certains offres d'emploi si ça correspond à vos compétences. Ils me disent, Madame Seban, vous avez un super parcours, mais vous n'êtes pas spécialisée. Vous n'avez pas aujourd'hui quel est votre métier, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que, c'est chef de cabinet, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de continuer de faire? Je disais non. Et en fait, au fur et à mesure où on a réfléchi, on s'est dit, mais ce sont les affaires publiques. Elle m'a dit, oui, mais il aurait fallu peut-être à un moment, le dire concrètement et vous former concrètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous incite vraiment, et je vous parle ici d'expérience, à apprendre un métier. Parce que j'ai envié à ce moment-là mes amis qui étaient avocats, médecins, en marketing, en finance, qui avaient une spécialisation. Moi, je savais tout et rien faire. Et donc aujourd'hui, vraiment, je vois sur le marché, j'ai moi-même fait des recrutements dans des précédentes fonctions et passer la barre, le côté ressources humaines, c'est très important d'avoir un métier entre les mains. Et affaires publiques, savoir faire du lobbying, savoir convaincre, savoir mettre en place une stratégie de négociation, c'est un métier aujourd'hui qui vaut quelque chose, mais qui vaut vraiment beaucoup. Parce que pas tout le monde est capable de le faire. Et donc voilà, c'est pour ça que moi aujourd'hui, ça serait mon conseil, spécialisez-vous au plus vite. Quels seront les métiers qui concerneraient les affaires publiques, mais au niveau international? Je pense que déjà dans tout ce qui est ONG à dimension internationale ou des organismes tels que l'OCDE ou comme tu disais d'ailleurs Aurélie, tu pensais au côté humanitaire. Là-dessus, vous avez pas mal d'organisations qui sont implantées à l'international et où effectivement il peut y avoir une dimension de lobbying qui est nécessaire pour défendre les intérêts de l'association en question. Après, pour des grands groupes, vous avez des responsables affaires publiques dans des grands groupes qui sont implantés à l'échelle européenne dans différentes villes ou à l'échelle internationale. Et là, forcément, il y a une dimension internationale. Moi, je le vois sur le côté Europe. Forcément, je dois prendre en compte les intérêts de nos filiales dans tel et tel pays. Ça, c'est à l'échelle européenne et on a aussi des implantations aux États-Unis, en Israël et en République dominicaine. Donc forcément, ça couvre un petit peu tout. Spontanément, c'est ce que je vois, moi de mon côté. Et il y a tous les métiers liés du coup au public qui sont la diplomatie. Donc là, il y a une formation pour collaborateurs diplomatiques. Tous les métiers liés aux ambassades, collectivités territoriales. Les métiers, les possibilités sont très nombreuses, qu'elles soient dans le public ou dans le privé. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Mais travailler à l'international, vous pourrez aussi bien voyager en étant dans un cabinet d'affaires publiques pour un grand groupe international qu'en travaillant pour l'ONU, l'UNESCO, je ne sais pas si vous voyez un petit peu à quoi servent ou des ambassades ou autres. Merci beaucoup.